Bonjour Christelle. Tom. Alors nous arrivons au 124e SITREP, nous sommes le 19 janvier, ah oui ça fait 124 SITREP, hein. Ça commence à faire. Hein. Ouais. Alors on est quand même obligé de continuer pour informer parce que là en ce moment en particulier il y a une remontée significative, voire des bombardements spectaculaire même. Depuis, les dernières 24 heures là ça a été assez phénoménal. Et puis la situation en Ukraine devient de plus en plus dangereuse. Alors je sais bien qu'il y en a que ça lasse de parler de la question religieuse, mais elle est importante parce que ça comporte quand même un très gros risque de déclenchement de guerre civile en Ukraine, comme on le craignait, de guerre de religion. En tout cas, sur le plan des bombardements, du 12 au 18 janvier 2019, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 71 reprises, donc on est quand même à presque le double par rapport à la semaine dernière, ce qui est... On avait déjà fait une progression assez nette par rapport à la semaine précédente. Oui, on avait déjà plus de 50% déjà, voilà. durant lesquels elle a tiré 71 obus de mortier de 120 et 82 mm et 12 obus de chars d'assaut. On en avait parlé la semaine dernière, puisqu'ils ont été tirés le vendredi. Et donc si on rajoute tout ce qui est munitions de véhicules de combat d'infanterie, lance-roquettes, système de défense anti-aérien, lance-grenades et armes légères, on arrive quand même à un total de 630 munitions, soit 4 fois le bilan de la semaine dernière. Donc on double le nombre de violations, on multiplie le nombre de munitions par 4, c'est déjà pas mal. Le nombre de localités touchées aussi a bien grimpé. On a eu 18 localités touchées pendant la semaine écoulée. Et alors si on rajoute, là donc durant les dernières 24 heures, 19 violations et 532 munitions tirées en une journée. Donc on a quasiment en une journée le même nombre de munitions que pour le reste de la semaine. Voilà. Juste en 24 heures, dont 35 obus de chars d'assaut de 125 mm. Décidément, ça semble être la lubie maintenant. Le vendredi, c'est chars d'assaut dans le sud. On rappelle l'extrême dangerosité des tirs tendus avec des chars d'assaut. Oui, les obus de chars d'assaut sont des obus qui sont extrêmement destructeurs. Ils ont tiré sur les positions, ils n'ont pas tiré sur les civils. Enfin, 35 obus en très peu de temps. Donc, ils ont tiré sur Leninskoye. Déjà la semaine dernière, c'est dans le sud aussi, vers Mariupol, qu'ils avaient tiré avec. Donc, je sais pas, ils ont un tankiste qui travaille que le vendredi. Je sais pas. Ils ont aussi tiré 42 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc en 24 heures. Donc c'est quand même, ils ont presque la moitié du nombre d'obus de la semaine, plus de la moitié du nombre d'obus de la semaine en 24 heures. C'est pas mal, quoi. Tout va bien. Face à cette aggravation de la situation, les autorités de l'RPD ont décidé de mener de nouveaux exercices militaires pour renforcer les capacités de défense de la République face à ces attaques répétées. Une aggravation qui est d'ailleurs d'autant plus inquiétante qu'elle a eu lieu juste après une nouvelle réunion des groupes de contact à Minsk le 17, qui a de nouveau montré l'échec flagrant de ces négociations. Ça sert à rien de discuter avec la partie ukrainienne. Leurs représentants ont tout fait pour saboter les discussions. Ils ont fait, pour la énième fois, des promesses jamais tenues sur le processus de paiement des retraites. La Croix-Rouge a quand même signalé qu'ils avaient eu beau analyser la législation ukrainienne, ils n'ont rien trouvé qui allait à l'encontre du schéma de paiement des retraites qu'ils avaient proposé. Non, parce que l'Ukraine avait prétendu que c'était contraire à sa législation. Donc la Croix-Rouge s'est quand même fendue du fait de se taper la législation ukrainienne et d'analyser le truc pour voir qu'est-ce qui pouvait poser problème. Ils n'ont rien trouvé. Donc résultat, les représentants ukrainiens ont dit oui, on viendra vers vous pour une proposition de processus. Ça fait juste 20 fois qu'ils nous promettent ça. Voilà. Pareil pour les mesures additionnelles pour le respect du cessez-le-feu qu'on attend depuis 2017. C'est-à-dire l'élaboration de la fameuse formule Steinmeier qu'on attend toujours d'être mise en œuvre. Cette semaine, il n'y a pas eu de civils blessés, mais 2 habitations ont été endommagées, une à Dokuchaïevsk et une à Jabitchevo. 2 véhicules civils ont aussi été endommagés, je reviendrai dessus un petit peu après. Et depuis le début de l'année, on a 3 soldats de l'RPD qui ont été blessés. Ce qui n'incite pas non plus à l'optimisme, c'est le fait que de son côté l'OSCE a découvert le 17 janvier 12 lance-roquettes multiples grades de 122 mm sur des wagons plats à la gare de Konstantinovka, donc côté contrôlé par l'armée ukrainienne. Et le 16 janvier, c'est 4 obusiers tractés D30 qui avaient été découverts au même endroit. Le tout en violation complète des accords de Minsk. Je rappelle, les armes lourdes sont censées être retiré dans des zones de stockage et ne pas être approché à moins de 15 km de la ligne de contact. Oui, mais enfin,
C'est pas comme si c'était exceptionnel que l'Ukraine viole Non, continuellement ses engagements en matière non, enfin, d'accord de continue sur Minsk. Hein. la lancée. Alors, je reparlais ces histoires de véhicules civils. Donc, nos auditeurs se souviendront que l'armée ukrainienne avait tiré le 10 janvier sur ce véhicule de la compagnie Eau du Donbass, à côté de la station de pompage de Vassilievka. Mhm. Ils nous ont remis ça une semaine plus tard. Fonctionne comme des métronomes, hein. Tu vois, c'est comme les chars d'assaut systématiquement le même jour de la semaine. Ben là, c'est pareil, ils nous ont fait ça le 17 janvier, donc une semaine après le premier tir. Cette fois, ils ont de nouveau ouvert le feu sur la zone proche de Krutaya Balka à 11h20. Ils ont visé délibérément deux véhicules civils. Bien. Et d'après les informations transmises par le CCCC, donc je rappelle le Centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu et le service de presse des forces armées de la République populaire de Donetsk, les tirs ont été menés depuis les positions de la 93e brigade des forces armées ukrainiennes située près d'Avdiivka. Les soldats ukrainiens ont tiré 22 obus de mortier de 82 mm sur cette zone, située donc près de la station de pompage de Vassilievka. Pas loin de là où le camion de la compagnie Eau du Donbass avait été détruit, hein, par la même unité d'ailleurs. Ça, on va y revenir aussi. Faut quand même rappeler que c'est pas des sucres d'orge, hein, les mortiers de 80 mm. C'est des bombes, enfin des obus à haute létalité. Hein, ça déchiquette. C'est vraiment dégueulasse. On a eu de la chance. Il n'y a pas eu de blessés ni de tués, heureusement. D'autant plus chanceux que les tirs ont été corrigés à l'aide de drones. Ah oui. Donc il semblait viser délibérément les deux voitures, parce que quand tu vois la taille du cratère qui est à côté d'une des bagnoles, tu comprends bien qu'il n'y a pas un seul obus qui a été tiré au même endroit. Ils en ont tiré toute une flopée, parce que le gars peut se tenir dans le cratère. Je peux t'assurer qu'un obus de 82 mm tout seul, il te fait pas un cratère comme ça. Hein. Ah oui, c'est clair. Oui. Non. Donc là, ils en ont tiré plusieurs au même endroit, et il y avait des drones qui étaient en train de corriger ça, donc ils ont visé délibérément deux véhicules civils qui étaient garés près de la station de pompage. Tout va bien. Voilà. Après avoir détruit leur outil de travail, hein, donc le camion dont on avait parlé la semaine dernière, voilà que l'armée ukrainienne veut priver les employés de la compagnie Eau du Donbass de leur voiture personnelle. C'est de mieux en mieux. Hein. Sans parler du fait que on a eu vraiment beaucoup de chance qu'ils n'aient pas été touchés, eux, que seules les voitures aient été endommagées. On mettra d'ailleurs des petites photos prises sur place par les membres du CCCC qui montrent bien l'état des bagnoles et à quel point les employés de la compagnie Eau du Donbass ont vraiment eu de la chance. Ouais, c'est clair. Ouais. Vraiment. Malgré ces tirs, les employés de la compagnie continuent leur travail pour fournir l'eau potable aux habitants non seulement de la République, mais je rappelle aussi aux gens qui sont situés de l'autre côté de la ligne de front. Je rappelle aussi que la 93e brigade des forces armées ukrainiennes est responsable en quelques mois à peine de la destruction du camion de chantier Belaz à Dokuchaïevsk. Tu sais, celui où ils avaient tiré au lance-roquettes anti-char, là. Ah oui. Missile anti-char philo-guidé, là, avec le chauffeur qui était mort dedans. Donc c'était la même unité. C'est aussi eux qui ont détruit plusieurs ambulances de la milice populaire de la RPD et destructions qui ont provoqué la mort d'un certain nombre de soldats qui se trouvaient à bord. D'un camion de grains à Dokuchaïevsk et donc de ce camion de la société Eau du Donbass qui avait fait, donc je rappelle, 3 blessés le 10 janvier. Il serait peut-être temps quand même que l'OSCE et les garants occidentaux des accords de Minsk se penchent sur ce palmarès de criminels de guerre de la 93e brigade. Parce que c'est quand même des spécialistes. Hein, ça commence à faire un peu beaucoup, là, le palmarès. Hein. Un peu. Ouais. Alors, bon, pour une fois, je vais féliciter l'OSCE qui a fait son travail, enfin, en tout cas les observateurs. Donc ils ont découvert le 14 janvier, ils ont publié dans leur rapport du 15 le fait qu'ils ont détecté la présence de 2 engins explosifs installés sur les portes métalliques d'une vanne, d'une écluse du réservoir de Mironovski dans la zone contrôlée par l'armée ukrainienne. Donc c'est un réservoir qui est un peu à cheval entre Donetsk et Lugansk, enfin entre les deux anciens oblasts ukrainiens. Et ce réservoir, cette écluse ou vanne de vidange débouche en fait sur la rivière Lugan, qui ensuite part vers plusieurs villages de la République populaire de Lugansk. Donc en clair, si l'armée ukrainienne fait péter
ces portes métalliques. Le contenu du réservoir va alors se déverser dans le lit de la rivière Lougan, qui est tout petit et qui donc suffira pas à canaliser cette énorme quantité d'eau. Et donc ça provoquerait une belle inondation sur une partie du territoire de la RPL. On mettrait une petite carte. Entre autres, les villages d'Irmino, Pervomaïsk, Kalinovo et Trotskié, qui se trouvent à proximité de la rivière, seraient immanquablement inondés. Une inondation qui ferait un grand nombre de victimes parmi les civils, sans parler de la catastrophe environnementale et humanitaire que cela représenterait. Je rajoute d'ailleurs qu'une station électrique thermique fonctionnant au gaz est installée au bord de ce réservoir d'eau, qui sert à alimenter le circuit refroidissement de la station. Je laisse nos auditeurs imaginer ce qui se passerait si l'armée ukrainienne faisait péter le dispositif et que le réservoir se vide. Les employés de la station ont intérêt à être plus rapides que celles de Tchernobyl quand ça a commencé à merder. Ah bah oui, parce que là, l'eau, quand ça Parce que bon, là, ça sera pas un truc nucléaire, mais enfin, ça peut faire quand même du dégât. Hein. Parce que bon, sans système de refroidissement, y a un moment où ça va péter, quoi. Je veux dire, c'est du délire. Donc au mieux, la station sera mise à l'arrêt. Au pire, elle pourrait être sérieusement endommagée quand même. Je rappelle que détruire volontairement des infrastructures civiles ou chercher délibérément à tuer des civils est un crime de guerre. Voilà. Et l'installation d'explosifs sur cette vanne ou écluse en dit long sur les méthodes terroristes employées par l'armée ukrainienne. Donc je félicite la MSS de l'OSCE qui a fait son travail en publiant cette information importante dans son rapport. Malheureusement, je vois aucune réaction ni de la direction de l'OSCE. On a un nouveau chef de la mission de l'OSCE qui est allé crapahuter et parader à Kiev. Manger des petits fours, non voilà. Sabrer le champagne. Mais par contre, voilà, ni la direction de l'OSCE, ni les pays garants des accords de Minsk, genre Berlin ou Paris, c'est silence radio, que dalle. Ce serait peut-être bien quand même qu'ils arrêtent de couvrir les crimes de Kiev en fermant systématiquement les yeux dessus, parce que comme je dis, le jour où on fera un Nuremberg numéro 2, j'en connais un petit paquet à mettre d'office sur la liste des... Ouais. Je pense que ça sera intéressant que les Gilets jaunes se penchent sur cet aspect-là, ne serait-ce que pour envisager dans le... Enfin, il faudrait déjà que les RIC soient... Hollande, leur ministre des Affaires étrangères respectifs... Déjà pour commencer. Après, on va pouvoir commencer à creuser un petit peu plus. Là. Je te dis, à chaud déjà, tu vois, j'ai déjà 4-5 noms, quoi, tu vois, qui viennent tout de suite. Et les risques d'inondation ne sont pas les seuls auxquels doivent faire face la RPD et la RPL. Après avoir exposé publiquement les plans criminels et terroristes des autorités ukrainiennes fin 2018, ces dernières n'ont pas annulé ces plans, comme on en a déjà parlé, mais ils ont juste postposé. Les services de renseignement de la RPD ont ainsi appris que le SBU fait des visites régulières dans les usines du Donbass occupées par l'armée ukrainienne qui utilisent des produits chimiques en grande quantité. Sous prétexte de vérifier la sécurité des stocks, les agents du SBU évaluent en réalité les dégâts que pourrait faire un attentat sur chacun de ces sites en fonction des stocks de produits chimiques dangereux présents. Et justement, suite aux fuites du mois de décembre qui avaient permis de faire échouer temporairement leur petit plan foireux, les autorités ukrainiennes sont en mode panique et cherchent à identifier d'où viennent ces fuites d'informations qui ont fait capoter leur plan. Résultat, le SBU est entre autres en train d'interroger le personnel des gardes de Konstantinovka et Artyomovsk où ont lieu justement les transferts d'armes lourdes et de soldats en décembre qu'on avait signalé dans les articles et les sites REP. Qui avait même fini publié sur internet avec des photos, etc. Et donc le SBU essaie de trouver qui a fourni l'information à la RPD. Donc là, ils sont en mode Gestapo, quoi. C'est magnifique. Alors déjà qu'ils n'étaient pas très très gentils, parce que c'est spécialiste là, de la torture quand même, il faut le rappeler. Oui, ça ils sont réputés pour ça. Et même Human Rights Watch, qui est quand même le machin de Soros, a fait quand même des rapports qui sont pas très sympas sur les méthodes du SBU quand même. Juste quand même pour vous dire à quel point c'est visible. Même eux puissent pas cacher la vérité, c'est qu'il y a vraiment un gros problème. Les accointances néo-nazis entre Poroshenko et puis le SBU et puis les bataillons nationalistes. Spéciaux, un truc un petit peu plus positif. Donc là, cette semaine a eu lieu la signature d'un accord de coopération interparlementaire entre la Crimée, la RPD et la RPL.
La signature a eu lieu le 18, donc hier, à la suite donc d'une réunion de travail des délégations officielles d'RPL et de l'RPD avec le président du Conseil d'État de la République de Crimée, Vladimir Konstantinov. Ils ont donc signé des accords de coopération entre le Parlement de la Crimée et les parlements de la RPD et de la RPL. Le document a été signé par Vladimir Konstantinov, président du Conseil d'État de la République de Crimée, et Vladimir Bidiovka, président du Conseil populaire de la RPD. Ont également assisté à la signature le chef de la RPD, Denis Pouchiline, le chef de la faction République de Donetsk et président du comité du Conseil populaire sur l'agriculture et les ressources foncières, Valéry Skorohodov, et le président du comité du Conseil populaire pour le développement de la société civile et des associations sociales et religieuses et président de la Fédération des syndicats de la RPD, Maxime Parchine. Dans un commentaire au service de presse du Conseil populaire, Vladimir Bidiovka a noté le symbolisme historique de l'accord signé. Il a dit, je cite, « Aujourd'hui, un accord de coopération a été signé entre les parlements de la RPD et de la République de Crimée. Son principal objectif est de renforcer l'interaction en matière de coopération interparlementaire, l'échange d'expériences en matière d'activités législatives ainsi que le renforcement global de l'amitié et des liens. Je considère qu'il est significatif que la signature de cet accord entre nos républiques ait lieu le jour du 365e anniversaire du Concile de Péréyaslav, puisque ce fait historique est lié à l'intégration avec la Russie. Et aujourd'hui, la République populaire de Donetsk, représentée par le Conseil populaire, a établi un lien avec la République de Crimée, une entité constitutive de la Fédération de Russie. » Donc ça, c'est ce qu'a déclaré Vladimir Bidiovka. Selon Denis Pouchiline, chef de la RPD, l'accord de coopération contribuera à une interaction efficace dans le domaine législatif. Donc cet accord interparlementaire vise à renforcer les liens historiques, culturels et patriotiques et permettra d'élargir la coopération et d'échanger des expériences dans le domaine législatif. Le président du Parlement de la RPD a ajouté que il y avait aussi signature d'accords sur l'établissement de relations de jumelage entre les villes de Makeyevka et celle de Kerch et entre la ville de Lugansk et celle de Yalta. Il a conclu en disant « Je tiens à souligner que le renforcement de la coopération avec la Russie a toujours été et demeure une priorité pour notre État, puisque nos peuples sont inextricablement liés par une langue, une foi et une cause commune. Je considère qu'il est extrêmement important de renforcer notre coopération et de développer les processus d'intégration, ce que confirme la signature de plusieurs accords à la fois lors de la visite de la délégation de la République populaire de Donetsk en Crimée. Je suis profondément convaincu que les accords signés aujourd'hui porteront notre coopération à un nouveau niveau et influenceront positivement le développement des républiques dans un avenir proche. » Plus tôt dans la journée, les délégations officielles de l'RPD et de l'RPL ont assisté à la séance solennelle consacrée au 365e anniversaire du Concile de Péréyaslav à Simferopol. La délégation de l'RPL était conduite par le président du Parlement de l'RPL, Denis Miroshichenko. Le concile de Péréyaslav, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est un concile qui a été convoqué en 1654 pour une cérémonie de serment d'allégeance des Cosaques au tsar de Russie, faisant de ce qui est une grosse partie de l'Ukraine actuelle, une partie de la Russie des tsars. Pour les nationalistes ukrainiens, c'est la mise sous le joug de la Russie, ce qui me fait rigoler, parce qu'avant ils étaient sous le joug polonais, ça change pas grand-chose, je veux dire, c'est assez ridicule, soit dit en passant. Donc c'est un concile qui a eu lieu suite en fait à la demande du chef de ces Cosaques, Bogdan Khmelnytsky. Il avait demandé l'aide du tsar et avait demander à ce que les territoires qui étaient sous le contrôle des Cosaques de Zaporog soient rattachés en fait à la Russie. Donc tout simplement. Ça avait donné lieu à une guerre justement entre la Pologne, la République des deux nations, qui était donc le mix entre la Pologne et la Lituanie et la Russie. Et c'est une guerre qui a été en défaveur de la République des deux nations et qui a vu d'ailleurs après l'effondrement de cette espèce d'hybride entre ces deux pays. Si on regarde l'évolution générale de la situation en Ukraine, on va commencer déjà par parler des élections, puisque la Commission centrale électorale ukrainienne a autorisé l'organisation néo-nazie Escadrons nationaux à envoyer des observateurs lors des élections présidentielles de mars 2019, comme l'a révélé l'agence Unian, donc je rappelle, agence de presse ukrainienne. Pas vraiment un organe de propagande du Kremlin. Donc je rappelle, ce truc escadrons nationaux, c'est cette espèce d'entité de pseudo-police civile, enfin de force d'aide
comment on pourrait appeler ça? C'est des espèces de milices civiles d'aide à la police. Sauf que c'est issu du régiment Azov. Oh. Voilà, je pense que vous comprenez très vite d'où vient le problème. Ça a d'ailleurs été fondé par l'ancien chef du régiment Azov, qui est un néo-nazi notoire, et le tout est bien sûr sous contrôle de Andrei Biletsky, hein, je rappelle, monsieur qui est surnommé le Führer blanc. Tout un programme. Oui. C'est ce que j'allais te dire. Donc, quand vous voyez ces mecs-là être autorisés à être observateurs lors d'élections, c'est assez flippant quand même. Donc, cette décision a été prise au cours d'une réunion le 11 janvier. Hein, donc, à la suite de cette réunion, la commission électorale centrale ukrainienne a donné l'autorisation d'envoyer des observateurs officiels à plusieurs organisations publiques, dont le comité de surveillance publique, les escadrons nationaux, justement, le centre de crise médiatique de Zaporozhye et l'organisation publique pan-ukrainienne Comité des électeurs d'Ukraine. Donc, en l'état actuel, on a à peu près 17 organisations qui sont déjà accréditées pour observer ces élections présidentielles qui, je rappelle, auront lieu le 31 mars 2019. Si elles ont lieu. Oui. Si pour moi il est assez compréhensible de donner une accréditation d'observateurs à des organisations comme le comité de surveillance publique ou le centre de crise médiatique de Zaporozhye, le fait d'autoriser une organisation néo-nazie comme les escadrons nationaux d'officiers comme observateurs pendant ces élections, là quand même j'ai failli tomber bas de ma chaise. J'ai cru que c'était un poisson d'avril en avance ou un fake, tu vois, mais après quand j'ai vu que non, c'était publié sur Wunyan. Depuis quand les néo-nazis sont des démocrates, hein? Ouais, ce serait une grande nouveauté quand même, hein. Parce que bon, entre Igor Mikhailenko, ancien chef du régiment Azov qui est à la tête de ce truc, le tout sous supervision d'Andrei Biletsky, avec pas mal d'anciens membres d'Azov au sein de cette structure, je vois pas bien en quoi ils sont habilités à aller surveiller les élections dites démocratiques. Je veux dire, les mecs, je veux dire, ils se cachent pas, hein. Je veux dire, on mettra une petite photo des gars en train de faire leur prestation de serment. Quand tu vois Salut qui s'apprête à faire sur la photo, bon, je pense que ça se passe de commentaires. Voilà, c'est une structure clairement néo-nazie, je veux dire, comme le régiment Azov d'ailleurs. Hein. Soi-disant, ça avait été créé pour aider la police ukrainienne à maintenir l'ordre dans les rues. En vrai, c'est l'équivalent ukrainien moderne de la SA nazie allemande. Hein. Ouais, Sturmabteilung. Voilà. Hein, parce que non seulement les militants ukrainiens des droits de l'homme ont tiré la sonnette d'alarme, mais même Fiona Fraser, quand même, qui est chef de la mission de surveillance des Nations Unies pour les droits de l'homme en Ukraine, a quand même exprimé ses préoccupations dans une interview pour ZN.ua concernant la menace que les groupes néo-nazis ukrainiens cités in extenso C14, Secteur droit, Svoboda et Escadrons nationaux font peser sur la liberté de parole dans le pays. Alors quand même l'ONU commence à te dire que ces gars-là, c'est des néo-nazis et qu'ils sont quand même un peu dangereux pour la liberté d'expression, et que tu vois ces mecs-là être nommés comme observateurs des élections, vous commencez à vous dire quand même que ça pue. C'est une pratique qui en dit autant sur les dérives fascistes en Ukraine que sur, je dirais, l'approche de la démocratie des pays occidentaux qui font silence devant ce genre de choses. Oui. D'ailleurs, si vous voulez une preuve ultime de l'idéologie néo-nazie de ce groupuscule, je rappelle que, vous savez, le 1er janvier 2019, là, c'était l'anniversaire de la naissance de Stepan Bandera, leur grand chef idéologue, là. Ils ont participé à ce truc-là. Voilà, escadrons nationaux étaient présents lors de la marche en mémoire de Stepan Bandera, je le rappelle, collaborateur des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, antisémite notoire, monsieur, qui donc dirigeait des groupuscules nationalistes ukrainiens qui sont responsables de la mort de centaines de milliers de juifs, polonais, tziganes, russophones, russes ethniques, encore ici. Jean Charmant. Mais encore ici, on peut encourager les Gilets jaunes à se pencher sur ça pour dénoncer le silence complice de Macron, puisqu'il est quand même... Ah oui, parce que là c'est quand même magnifique, parce que cette organisation donc, qui célèbre un collaborateur nazi et diffuse l'idéologie néo-nazie, donc elle sera autorisée en tant qu'observateur lors de l'élection présidentielle ukrainienne, alors qu'au départ, les observateurs russes ont été refusés par Kiev, de manière illégale, puisque je rappelle que la Russie est membre de l'OSCE. D'ailleurs, l'OSCE a dû fournir une invitation officielle à la Russie pour qu'elle puisse envoyer des observateurs en tant que membre de l'organisation. C'est
Bon, beau geste, hein, l'OSCE a quand même réagi, c'est pas mal. Mais j'aurais bien aimé une petite condamnation officielle quand même, parce que c'est inacceptable. Ah oui, c'est clair. Là. Hein, donc si on met tout bout à bout, donc la commission électorale centrale ukrainienne qui a d'abord fermé tous les bureaux de vote en Russie pour éviter que plusieurs millions d'Ukrainiens qui y vivent ne donnent leur vote à des politiciens moins russophobes que ceux qui sont actuellement au pouvoir. Ensuite, donc ils ont bloqué l'accès aux observateurs de la Fédération de Russie. C'était même pour les employés russes de l'OSCE jusqu'à ce que l'organisation remette un petit peu d'ordre dans ce merdier. Et maintenant, ils ont autorisé une structure néo-nazie à observer ces élections. Tu imagines bien comment elles vont avoir lieu, les élections. Ça va être très sympa, je pense que... voilà, ils vont pouvoir menacer les gens, influencer le vote, foutre le bordel. Et puis ça sera de pire en pire au fur et à mesure qu'on se rapprochera de la date butoir. Mais de la date butoir... Pour moi, ces élections présidentielles ukrainiennes, ça va être une vaste fraude, de gigantesques violations des droits de l'homme et des citoyens ukrainiens. Pour moi, l'Ukraine est clairement une dictature néo-nazie et ces patrons occidentaux ferment les yeux sur ce qui s'y passe. C'est quand même magnifique. Et après, on vient nous parler des droits de l'homme et nous faire chier avec Poutine, on nous a fait chier avec Kadhafi, avec Saddam Hussein et tutti frutti. Mais ça, ils voient pas. Par remarque, ça doit être comme Castaner qui voit pas les policiers qui frappent sur les gilets jaunes ou qui leur tirent en pleine tête. Oui, c'est le même déni, hein. C'est le même déni de mauvaise foi, hein, crasse même, parce qu'à ce niveau-là, c'est quand même franchement dégueulasse. Laisser les néo-nazis faire ce qu'ils veulent en Ukraine et soutenir cette mascarade là. Oui, et puis d'ailleurs ils ferment aussi les yeux sur autre chose hein, en termes d'agissement de ces salopards, hein, puisque j'avais dit que ça allait dégénérer avec l'accord du Tomos d'autocéphalie. Ah bah oui. Ça a pas loupé. Ça a pas loupé. Il y a eu une explosion hier dans une église à Soumy, en plein pendant l'office religieux. Heureusement sans faire de blessés. Charmant. Et le nombre de saisies d'églises par des partisans de l'église nationaliste, en fait le machin des schismatiques, qui je rappelle n'est reconnu que par le patriarcat de Constantinople. Personne d'autre l'a reconnu ce machin. Les provocations et les persécutions contre les fidèles de l'église canonique se multiplient récemment. Ça rappelle de plus en plus les persécutions communistes du siècle dernier, mais en version nazie, quoi. Tu vois, c'est la légère variante. En tout cas, les fidèles de l'Église orthodoxe ukrainienne se mobilisent et défendent leurs églises dans la mesure du possible. Dans les exemples les plus récents, on a eu le 16 janvier dans les villages de Nikolaïevka et d'Ivanovka dans la province de Tchernigov, des paroissiens de l'Église Sainte-Croix ont résisté au transfert illégal de leur communauté vers l'Église schismatique. Les agitateurs ont quitté la réunion paroissiale sans rien obtenir, c'est ce qu'a rapporté le site de l'Église orthodoxe ukrainienne canonique. L'archiprêtre John Olinchuk du diocèse de Nizhny a expliqué que la veille, des étrangers s'étaient emparés d'une autre église dans un village voisin. Résultat, les fidèles de Nikolaïevka et d'Ivanovka ont décidé d'assister aux réunions locales du village pour protéger leur église. Dès que le chef du conseil communal a soulevé la question du changement de juridiction, les fidèles ont immédiatement protesté, insistant pour que ces questions soient traitées exclusivement par la communauté paroissiale. Ils ont même balancé, nous savons déjà comment prier Dieu. Le chef du village a alors soutenu la position des fidèles. Les agitateurs se sont dirigés vers Ivanovka, où ils n'ont pas non plus trouvé de soutien. Par contre, à Jitomir, une église a été saisie par des radicaux de l'organisation Svoboda, dont je rappelle anciennement parti national-socialiste ukrainien, là. Les mecs au bras droit tendus. Qui ont insulté le prêtre local, et lui ont refusé l'accès à son église. Le prêtre et les fidèles ont alors commencé à prier dehors dans la neige, pendant que les nationalistes essayaient de noyer les prières à Dieu en chantant l'hymne national ukrainien, l'hymne de leur religion nationaliste, etc. Il y a une vidéo, on mettra un lien vers l'article du site Orthodox Christian, où on voit la vidéo, c'est effarant. Ces gens-là se disent religieux et pendant la prière, ils sont là en train d'essayer de couvrir avec leur voix, avec leurs immondices de... Enfin, c'est juste hallucinant. Si ces gens-là sont religieux, moi je suis la reine d'Angleterre. Je confirme, tu n'es pas la reine d'Angleterre.
Non, pas aux dernières nouvelles. Je finis par le devenir à force. Hein. En tout cas, dans le village de la région de Volyn, de Bronitsa, plus de 100 fidèles ont assisté à la rencontre paroissiale à l'église de la Nativité de Saint-Jean-Baptiste pour affirmer leur désir de rester dans l'église canonique. Dans la province de Vinica, les fidèles du village de Sosonka ont également voté pour rester dans l'église canonique, contrecarrant ainsi le vote illégitime de la communauté rurale qui ne pouvait pas forcer l'église locale au schisme. Il y a des appels à la prière pour les fidèles de l'église de la Sainte Trinité de Rudaye-Selo, parce qu'ils ont appris que des radicaux envisagent de s'emparer de leur église, qui est un monument architectural et la demeure d'une icône miraculeuse de la Mère de Dieu, donc de la Sainte Vierge Marie. Donc là, ce serait quand même assez catastrophique. Malheureusement, dans le village de Chandroviec, dans la province de Lvov, des responsables locaux et des militants ont pris d'assaut la maison de l'archiprêtre Ilya Uruski pour tenter de voler les clés de l'église Saint-Jean-Baptiste. À la fin, ils sont carrément allés à l'église pour couper le cadenas pendant que la police regardait en mode rien à foutre, quoi. Voilà. Complice, hein. Les mêmes activistes et agitateurs ont tenu ensuite une réunion le 13 janvier sans les paroissiens de l'église pour forcer l'église au schisme. Donc il y a de nouveau des vols d'église à marche forcée. L'église de l'Annonciation à Pokrovka dans la province d'Ivano-Frankovsk a été transférée de force de la même manière par un vote villageois avec la participation des uniates qui n'ont rien à voir dans la choucroute. C'est comme si des protestants votaient pour savoir ce qu'il faut faire d'une église catholique. Ça n'a rien à voir. C'est du grand n'importe quoi. Il y avait qu'un tout petit nombre de paroissiens réels de la paroisse. Il y a eu beaucoup d'autres exemples de ce genre depuis que Bartholomé a accordé le tomosautocephalie au schismatique ukrainien un peu plus tôt ce mois-ci. Et donc, c'est bien ce qu'on avait dit. On est en train d'assister à des expulsions de force en masse des églises, de l'église orthodoxe ukrainienne canonique, celle du patriarcat de Moscou, et ça va dégénérer. Je l'avais dit, et j'en ai marre d'avoir raison. Voilà. Et la situation va pas s'arranger d'ailleurs puisque la Rada a voté en première lecture et en une seule lecture d'ailleurs la loi qui entérine cette méthode d'expropriation des églises par vote de la paroisse. Mais tu peux faire venir n'importe quel trou du cul, même des uniates, même des athées, des néo-païens, tout ce que tu veux, et tu les fais voter. C'est magique. Ah, c'est l'Ukraine, hein. Qu'est-ce que tu veux? Oui, mais déjà que pour les élections à venir, vu qu'ils savent pas combien il y a réellement de personnes qui sont encore vivantes et sur les listes électorales, il y a des grosses peurs qu'on fasse voter les morts. Ah oui. Il y a eu ça aussi en France. Hein. Oui, on a des spécialistes aussi chez nous. J'espère qu'ils les font pas venir comme experts. Hein. Si vous commencez à voir certains spécialistes de ces méthodes passer à Kiev, c'est inquiétant. Oui. Non, mais c'est pour ça que les pays occidentaux adorent la démocratie. C'est parce que ils peuvent la manipuler, la frauder pour obtenir le résultat qu'ils recherchent. C'est pas de la démocratie, hein. Voilà, c'est ce que dit très bien Chouard. On vit pas en démocratie. Voilà, on vit dans une monarchie élective. C'est pas la même chose. C'est tant que les gens s'en rendent compte. Et alors pendant ce temps-là à Kiev, je sais pas ce qu'ils consomment dans les agences de propagande ukrainiennes. Ah bah du chocolat magique, hein, comme. Soit ça, soit de la coke qui est coupée avec du débouchiote ou un truc. C'est pas possible. Oui, c'est vrai que ça. Parce que là, ils ont les neurones tellement cramés que. Ah bah la bêtise humaine est infinie. Hein. Il y a une citation d'Einstein qui est très très bonne de ce point de vue. Oui, qui dit il y a que deux choses qui sont infinies, l'univers et la connerie humaine. C'est ça. Il n'était pas sûr pour l'univers. Pour l'univers, je suis pas sûr. Bon, c'est malheureusement très vrai. Alors, donc, les gens se rappelleront que dès qu'il y avait eu la mise en route du projet du pont de Crimée, les propagandistes ukrainiens, avec experts, pseudo-experts à l'appui, nous avaient certifié d'abord que ça serait jamais fait, ensuite que c'était pas faisable techniquement. Après, ils ont dit que ça serait impossible de terminer le chantier ou de tenir les délais. Qu'est-ce qui nous avait sorti encore, ou que le truc allait s'effondrer dès qu'il allait y avoir un séisme ou je sais pas quoi. Bref. Alors maintenant, ils essayent de nous faire croire que le pont de Crimée est un fake et qu'aucune voiture ne circule dessus. Oui. J'ai plusieurs amis qui ont emprunté le pont. Oui, mais tu devrais les interroger, comme avec le SBU,
pour savoir s'ils disent la vérité, tu vois. Ouais, non, mais c'est du grand délire. Donc pour ça, Ounian, donc encore eux, hein, c'est une équipe qui perd, a été chercher les photos d'un soi-disant blogueur vivant, soi-disant en Crimée occupée. En vrai, il peut être n'importe où, hein, qui poste régulièrement sur Twitter des photos négatives de la situation en Crimée. Bon, en vrai, tu sais jamais de quand datent réellement les photos. Ça peut dater de l'époque où c'était l'Ukraine. T'en sais rien. Je veux dire, tu vois quasiment rien. Hein, ils te montrent des trous dans la chaussée, des machins, mais ça peut avoir été pris il y a 10 ans en arrière. Hein, je veux dire, oui. Tu parles d'une source. Et donc, ce blogueur a publié des photos où le pont semble désert. On les montrera à l'écran. Ce qui a été utilisé par certains pseudo-analystes ukrainiens pour déclarer que le pont est un fake et que les piliers dérivent en suivant les plaques tectoniques dans le détroit de Kerch et qu'aucune voiture ne circule dessus. Bien sûr. Il y avait une jolie vidéo, d'ailleurs tous ceux qui avaient assisté à l'époque à l'inauguration du pont par Vladimir Poutine. Bon, les camions, ils étaient authentiques. Les voitures qui suivaient, les motards, ils étaient authentiques. En disant que les camions qui avaient fait l'inauguration étaient à vide, en comparant avec une inauguration d'un pont à Kiev en 1976 par l'URSS où ils avaient fait ça avec des camions remplis de sable. Bon, je veux dire, le nombre de voitures qui suivaient derrière les camions d'inauguration, t'avais pas besoin de remplir les camions de sable. Hein, je veux dire. Non, puis c'est assez lourd un camion, même sans sable. Hein. Alors le problème, c'est qu'en fait, ces photos, semble-t-il, étaient prises. Moi, j'ai comparé avec les dates, etc. Il y a eu une espèce de tempête, comme on a eu ici, où on a eu une grosse tempête de neige, etc. Comme j'en ai parlé plusieurs fois. Et donc, cette tempête a aussi impacté le détroit de Kerch, parce que elle a frappé aussi plus au sud. Ça a été une période durant laquelle justement tous les bateaux ont été bloqués. Donc le détroit avait été fermé par sécurité à cause du mauvais temps. Et donc, il y a de bonnes chances que le pont aussi avec, quoi. Bah oui, parce que ça glisse, si c'est le mauvais temps. En plus, c'était de la neige, non ? T'avais un vent très fort aussi, t'avais un vent très fort, etc. Donc, par sécurité, il y a de bonnes chances que les voitures aussi... Oui, en cas de vent latéral, en général, ils coupent l'accès à des ponts ou des choses comme ça, tout à fait. Voilà, donc forcément, si tu prends une photo à ce moment-là, le pont a l'air désert. Voilà. Oui, ils ont même été jusqu'à citer le blogueur qui avait écrit « Tiens toujours debout », oui, parce qu'ils espèrent toujours que le pont va s'effondrer. « Tempête, nous allons voir », en mode pourvu que le pont s'effondre. Du grand délire à l'ukrainienne comme d'habitude, sauf que des photos avec le pont rempli de voitures, il y en a un petit paquet, on en mettra 2-3. Ça fait vraiment passer Ounian quand même pour un truc encore pire que la Pravda soviétique et la propaganda Bleitung nazie réunie. Ouais. Là, au rayon propagande, je pense que au-dessus, c'est le cosmos, quoi, tu vois. Enfin, je vois pas comment tu peux faire pire en termes de propagande, parce que aller raconter qu'il n'y a pas de bagnole qui passe dessus, alors que t'as je sais pas combien de photos et de vidéos des médias russes te montrent clairement que, puis je te dis, moi j'ai des amis, j'ai même des collègues qui sont allés en Crimée, qui ont pris soit la voiture, soit le bus, et qui sont passés sur ce pont. Aller-retour, voilà. On a des chiffres du trafic sur le pont. Il faut arrêter la colle, quoi. Ou arrêter la coke coupée au desktop. Je sais pas ce qu'ils consomment, mais il faut vraiment qu'ils arrêtent avant qu'ils aient plus un seul neurone en état de fonctionnement. Parce que là, ça devient débile. Le ridicule ne tue pas. Heureusement, il y aura un massacre. Bien dommage. Ah oui, ça fera un massacre. Ça fera un sacré génocide parmi les propagandistes ukrainiens. Moi, je te le dis. Oui. Parce que là, c'est du débilisme à l'état pur. Je comprends même pas comment on peut sortir des bêtises pareilles sans rougir. Que le pont est un fake et que les trucs dérivent sur les plaques tectoniques. C'est un béni là, l'ukrainienne. Ouais. C'est vraiment devenu un asile psychiatrique à ciel ouvert, ce truc. Donc voilà la situation. Alors je sais qu'il y en a qui ont demandé dans les commentaires d'avoir des nouvelles de l'économie ukrainienne. Vous voulez savoir quoi ? J'ai déjà dit la semaine dernière, ils doivent 14 milliards. 14 milliards de dettes. On ne parle pas de ceux qui avancent des chiffres complètement loufoques. Voilà, 14 milliards de dettes. Et vous regardez le PIB de l'Ukraine. Et puis vous allez comprendre. Conclusion, au secours. Conclusion, alerte faillite. Je rappelle que le FMI, qui a signé un accord avec l'Ukraine, n'a toujours pas débloqué la moindre tranche de pognon.
et que Naftogaz est dans la merde, parce que juridiquement, ils sont en train de perdre là contre Gazprom. Il y a une cour suisse qui a levé le gel des avoirs les mesures provisoires sur les avoirs de Gazprom en Suisse dans les sociétés Nord Stream et Nord Stream 2 AG. Donc, qui faisait suite à cet arbitrage de Stockholm très contesté, et qui est d'ailleurs, il y a eu un appel qui a été lancé par Gazprom. Et donc, il y a une cour suisse qui a levé en fait les mesures provisoires. Donc, pour l'instant, ils ont toujours pas réussi à foutre la main sur le pognon de Gazprom pour essayer de se renflouer. Et ils ont toujours un paquet d'Ukrainiens qui peuvent toujours pas payer leurs factures. Eh oui. Donc si vous voulez qu'on parle d'une catastrophe, oui, je peux. Après, on va dire que je suis encore une méchante et que je déteste l'Ukraine. Je déteste pas l'Ukraine. J'énonce des chiffres. L'Ukraine est dans la merde, et même si le FMI leur prête un peu de pognon cette année, je vois pas comment ils vont rembourser les 14 milliards. Ah oui, non, c'est clair. Ils doivent rembourser. Il y a 9 milliards qui sont de la dette étrangère à des organismes comme le FMI, etc. Ils doivent payer cette année et l'année prochaine. Sans parler des 3 milliards qui doivent à la Russie plus les intérêts, la fameuse dette Yanukovych, dont on attend toujours le jugement à Londres, en appel. Parce que le premier, c'est la Russie qui avait gagné, donc les Ukrainiens ont fait appel, mais ils les doivent toujours. On doit être à plus de 6 milliards maintenant avec les intérêts qui courent depuis 2014. Donc les enfants, à un moment, il va falloir payer. Et ils vont payer comment ? Moi, les pignoufs qui me sortent les chiffres de croissance du PIB ukrainien, mes bandes de... Bip. Oui, non mais sérieusement, l'Ukraine a perdu plus de 50% de son PIB depuis le Maïdan. Alors elle peut bien récupérer 2,5%. Non mais redescendons là 5 minutes. Et puis qu'est-ce qui est compté dans le PIB ? Parce que s'ils font comme l'Europe qui compte la prostitution et le trafic de drogue... ah oui, ils en sont capables. Voilà. Ouais. Bon. Je parle même pas du fait qu'ils bidonnent complètement leurs chiffres démographiques. Ils comptent qu'ils ont toujours 42 millions d'habitants quand dans la réalité ils en ont 36. Ils ont toujours pas refait de recensement depuis 2001. Ils savent même pas qui est encore réellement... Et ils perdent leur population. Là, j'ai vu circuler un chiffre. Ils ont 100 morts pour 58 naissances. Ouais, c'est énorme, ouais. 100 morts pour 58 naissances. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est ? Plus tous ceux qui se barrent à l'étranger. Qu'est-ce que vous venez me parler de vos 2,5% de PIB en plus ? Une partie de ce PIB, il est lié à quoi, vous savez ? C'est l'argent que justement ces gens qui sont barrés, entre autres en Russie, en Pologne, envoient à leur famille pour survivre. C'est ça. Sans ces milliards qui affluent depuis l'étranger, l'Ukraine est morte économiquement parlant. L'Ukraine est en faillite. C'est juste que pour l'instant, tout le monde fait semblant de ne pas le voir. Le roi est nu et tout le monde fait comme s'il était habillé. C'est ça l'histoire. C'est le roi d'Agobert à sa culotte à l'envers et il n'y a personne qui lui dit. Mais l'Ukraine est en faillite. Techniquement, elle est en faillite. À la fin de cette année, elle perdra le contrat de transit de gaz avec Gazprom, parce que Gazprom en a marre de se faire poursuivre en justice pour un oui ou pour un non, parce que Naftogaz essaye de gratter du pognon là où il peut, vu que ses clients finaux, que sont les citoyens ukrainiens, peuvent pas payer leurs factures. Qu'est-ce que vous voulez que Gazprom continue à faire du transit avec ces gens-là ? Ils leur font passer un truc minimal pour la Slovaquie, la Hongrie, etc. Et encore... parce que maintenant, la Serbie a l'air de remettre sur le tapis le fait d'étendre le Turkish Stream à travers la Serbie. Oui, après la venue de Poutine, qui a été d'ailleurs un plébiscite. Les gens se sont déplacés à Belgrade pour... 125 000 apparemment. 125 000 personnes pour aller le voir venir à l'église de Sava. Donc, je veux dire, à un moment, faut revenir à un peu de réel politique, arrêter de prendre des vessies pour les lanternes et de voir le monde en rose. L'Ukraine peut bien récupérer même 5% de PIB en plus. Vu l'état dans lequel elle est, est-ce qu'elle a perdu depuis le Maïdan, etc. Est-ce qu'elle perd dans la guerre ? C'est du délire. Je veux dire,
une fois qu'elle aura perdu le transit de gaz, ils ont déjà perdu une partie. Il y a déjà eu une baisse en 2018 par rapport à 2017. Une baisse assez importante, hein, genre plus de 20%, un truc comme ça. 27, peut-être 28%. Ça entraîne déjà une baisse en termes de taxes de transit, hein, qui est conséquente. Donc quand le transit va passer par Nord Stream 2, par Turkish Stream, et puis peut-être la prolongation à travers la Serbie, le transit à travers l'Ukraine, ce sera peanut. Hein. Ça sera peanut. Donc, je veux dire, les méthodes de diva de Naftogaz qui dit à Gazprom, soit vous allongez le chéquier, soit on vous refait une nouvelle plainte, bon... on va te faire foutre, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, Gazprom va pas reconclure un contrat avec Naftogaz qui sera pas avantageux. C'est ce qu'a dit Lavrov. On ferme pas la porte au transit via l'Ukraine, mais il faut que ce soit rentable. Point. Si à partir du moment où on prend le risque que les autres continuent à nous poursuivre à chaque fois dans la cour d'arbitrage de Stockholm pour un oui, pour un non, pour essayer de gratter quelques milliards par-ci par-là, on arrête les frais. Pourquoi continuer à passer par ce truc-là? Ça n'a pas de sens. Donc de toute façon, fin 2019, ils sont dans la merde avec ce truc-là, plus les dettes à payer. Ils vont bien devoir rembourser à un moment ou à un autre. Hein, donc voilà, c'est ça la réalité. Donc faut arrêter avec vos conneries de redressement économique de l'Ukraine. L'Ukraine se vide de sa population. Elle perd son industrie. Les ports de Mariupol et de Berdiansk sont en train de crever. Et ils sont pas en train de crever parce que la Russie bloque les bateaux dans le détroit de Kerch, comme je peux le lire de la part de tous les tarés pro-Kiev. Ils sont en train de crever parce que l'industrie ukrainienne crève et que ces ports servaient entre autres à exporter les biens, entre autres de l'industrie du Donbass. Mais vu qu'il y a un blocus total maintenant depuis presque 2 ans, enfin plus d'1 an et demi maintenant, vous voulez exporter quoi? À un moment, faut remettre un peu de logique dans la tête, hein, quand même. Hein. Voilà, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière et son sourire avec. C'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà la situation. Donc bon, je pense que ça va être un peu mal barré. Je pense que voilà, la trêve du Nouvel An a vécu, et je pense qu'on est parti pour une nouvelle remontée jusqu'à la prochaine trêve, qui je pense aura lieu pour Pâques comme l'année dernière. Puis on va continuer cette espèce de mouvement de yo-yo en mode baisse, puis de nouvelles hausses des bombardements. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la situation religieuse en Ukraine. Ça me fait vraiment peur quand je vois ces trucs avec même des explosions dans les églises. On va où, quoi? C'est peut-être simplement le début de la catastrophe que tu avais annoncé depuis déjà de longues semaines. Que j'avais annoncé, et donc situation à surveiller de très très près. Donc je te dis à la semaine prochaine et je te souhaite une bonne soirée. Merci, à la semaine prochaine, Christelle. Au revoir.